que dire après? Que dire après? C'est passionnant, hein? C'est passionnant et vous nous montrez à quel point les enjeux sont énormes et comme les choses sont complexes. Je pense que des questions vont être posées. Allez-y, je vous en prie. Vous parlez très fort dans le micro ou alors revenir donner la question vers l'ordinateur. Oui, bonjour. Pierre Peyrefitte. Vous m'entendez là? Oui, à peu près. À peu près. Avez-vous entendu parler des enfants de la Creuse? C'est les 2135 enfants déracinés de la Réunion pour venir repeupler au départ la Creuse, mais il y en a eu ici à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, comme un petit peu partout. Je suis membre de la Fédération des enfants déracinés des Drômes, qui s'occupe de ce sujet, et on patauge. Oui, je crois que je me rappelle. Oui. J'ai décroché, vous avez parlé des enfants de la Réunion, et après j'ai plus entendu, excusez-moi. Je crois que j'ai entendu qu'on pataugeait, mais... Est-ce que c'est mieux là? Oui, c'est parfait. Oui. Sur le plan juridique, cette association, qui est une fédération de plusieurs associations réunionnaises en France, enfin en métropole comme à La Réunion, patauge un petit peu sur le plan juridique, parce que là il s'agit d'enfants mineurs. On a des exemples, moi personnellement ma belle-sœur était dans ce cas-là, et un certain nombre, des dossiers ont été, comment dirais-je, créés, mis en place, mais sur les 2000 enfants, allez, à peu près, il y a peut-être 130 ou 140 personnes qui se sont exprimés, des dossiers ont pu être traités, etc. Ça veut dire que certains sont dans l'oubli, certains d'ailleurs ignorent même qu'ils ont été déracinés d'où ils venaient, enfin, mais par contre les conséquences psychologiques et psychiatriques sont très très graves. Encore aujourd'hui, c'est des événements qui sont passés dans les années 62 à 81, 82, et voilà. Alors, c'est exactement le sujet que vous évoquiez tout à l'heure avec les 2-3 000 enfants amérindiens qui ont été de force transplantés. Là, il s'agissait en plus d'un éloignement. Je ne sais pas si les enfants amérindiens sont venus en métropole. Hein, je pense qu'ils ont dû rester là-bas sur place, tandis que là, il s'agit bien de déplacement. C'est une catastrophe, quoi. Hein, voilà. Alors, est-ce que ça, c'est le genre de sujet qui peut vous intéresser? Tout à fait. Alors je veux dire, c'est pas amusant, mais c'est intéressant que vous me posiez cette question, parce qu'il se trouve qu'il y a 2 heures, j'étais avec Philippe Vital, qui est le président de la commission. Absolument, que je connais très bien, oui. Mise en place pour le cas justement des enfants réunionnais déportés en Creuse, et je participe au rassemblement organisé par François Hollande. Je crois que c'est demain ou après-demain, exactement. Oui, il y aura à l'Assemblée nationale, justement pour lancer un appel européen sur ces questions-là. Voilà. Oui, vous avez entièrement raison, ça relève tout à fait de la justice transitionnelle. Ça relève tout à fait de la justice transitionnelle. D'ailleurs, on peut considérer que la commission Vital est une forme d'embryon de commission vérité, dans lequel on va auditionner les victimes, dans lequel la commission fait des propositions. Ces propositions ont été pour l'instant assez peu suivies par le gouvernement. Hein, la question des billets aller-retour pour la Réunion. Alors moi, c'est une affaire dont je me sers. C'est une affaire qui est très utile pour plaider la cause des enfants amérindiens. En disant, ben justement, on l'a déjà fait. Et face à ce genre de violence, l'État français a mis en place des moyens extraordinaires parce que juridiquement, il était très compliqué de revenir en arrière. Et les mécanismes d'éloignement que vous évoquez, alors ils ne sont pas comparables avec les Amérindiens, mais les Amérindiens, ils étaient dans des pensionnats qui étaient généralement à plusieurs journées de pirogue, et ils ne rentraient jamais chez eux, ils ne voyaient pas leurs parents. Mais c'est exactement le même cas. Voilà, il y a effectivement la mise en place de mécanismes de prise en charge, notamment dans le cadre de l'université de Nanterre, c'est une mise en place de mécanismes psychologiques là-dessus. Non, on est tout à fait dans la... Je pense que les enfants de la Réunion, c'est peut-être le premier cas de justice transitionnelle en France. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à l'origine, il y a quand même la peur, comme au Canada, d'un procès, puisqu'il y a un enfant de la Réunion qui a attaqué l'État pour déportation, et les termes choisis étaient suffisamment infamants pour déstabiliser. Et c'est un peu pour éviter ce procès. D'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'initiative de la commission Vital revient d'abord au Parlement français qui a voté une résolution demandant à ce qu'on puisse prendre en charge ces enfants, et le ministère de l'Outre-mer
à créer la commission vitale. C'est un peu, pour le coup, c'est pour ça que je parlais avec Philippe tout à l'heure, c'est exactement ce qu'on essaye de mettre en place dans un cadre un peu différent pour la Guyane. Et je suis assez persuadé que si on creuse dans l'outre-mer français, on va trouver d'autres exemples de ce genre de pratique. Donc tout à fait d'accord sur le parallèle à faire avec les enfants de la Réunion. Après, évidemment, après, la question, elle est très compliquée parce que juridiquement, il faut traiter chaque dossier, il faut prendre en compte la souffrance psychologique, il faut inventer un point de vue. Mais oui, tout à fait. Voilà. Entièrement d'accord avec cette remarque-là. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. D'autres questions? Alors, d'autres questions peut-être qu'il faudra faire comme a fait monsieur, c'est venir se déplacer vers le micro ou vers l'ordinateur, parce que sinon je alors, oui. Donc vous acceptez de venir? Oui, merci beaucoup. Je vais déplacer un petit peu peut-être dans une perspective future. Qu'est-ce qu'il en est vis-à-vis de la nature qui est protégée dans certains pays et qui peut demain faire appel à une justice, je ne sais pas si c'est traditionnel ou autre, pour demander réparation? Alors là, tout à fait, je dirais, il y a plusieurs exemples, notamment qui viennent justement des questions autochtones. Recording stopped. Des questions autochtones, c'est-à-dire l'idée que les communautés autochtones, comme elles entretiennent avec la nature une relation particulière, ont pu obtenir satisfaction, notamment au Brésil, en Nouvelle-Zélande, où des fleuves ou des montagnes se sont vus reconnaître la personnalité juridique en tant que telle. Donc je pense que là encore, la justice transitionnelle va pouvoir s'intéresser à ces questions, peut-être d'ailleurs au prisme d'un concept qui est, je trouve, extrêmement intéressant et qui est développé notamment par nos collègues de l'université de Caen, qui est le concept du droit des générations futures. En fait, consistant à dire, on peut mettre en cause des pratiques aujourd'hui parce qu'elles portent atteinte aux droits des générations futures, notamment dans le domaine de la préservation de l'équilibre naturel. Et on peut très bien imaginer, là encore, que des mécanismes spécifiques de justice transitionnelle se mettent en place. Il y a un mécanisme que je n'ai pas évoqué, mais qu'on pourrait évoquer aussi, qui est le cas de ce qu'on appelle les tribunaux d'opinion. Alors, ça vous rappellera peut-être ce qu'avaient créé Russell et Jean-Paul Sartre sur la guerre du Vietnam, hein, le fameux tribunal Russell. C'est un tribunal qui n'est pas un tribunal officiellement, mais qui est composé de juges, de juristes, qui travaillent comme un tribunal pour condamner une entité parce qu'elle aurait violé le droit des peuples. Et notamment, fort récemment, s'est mis en place un tribunal pour juger la firme Monsanto, au nom justement des atteintes à l'environnement que cette firme a pu connaître. Donc, je crois que l'idée de la prise en charge de dommages écologiques ou de dommages culturels peut tout à fait être intégrée dans la justice transitionnelle. Dans un domaine, alors, certes différent, mais pas complètement, on a bien vu la Cour pénale internationale, par exemple, condamner des personnes pour atteinte au patrimoine historique de l'humanité. Souvenez-vous là je crois que c'est des mosquées qui avaient été détruites à Tombouctou, ou ces pièces qui ont été détruites par des musulmans intégristes contre des œuvres d'art, elles font l'objet aujourd'hui de qualifications devant la Cour pénale internationale. Donc que ça soit l'atteinte au patrimoine culturel ou au patrimoine naturel, je dirais au fond c'est assez naturel, c'est assez normal que ces atteintes gravissimes à l'humanité entière fassent l'objet des mêmes mécanismes que les crimes contre l'humanité. Oui, bonsoir. Merci pour cette conférence extrêmement tonique que j'ai beaucoup appréciée. Vous avez travaillé sur le Pays Basque, qui est un pays qui ne me laisse pas du tout indifférent. J'ai passé une partie de mon enfance. La question que je voudrais vous poser, c'est sur laquelle vous avez fini, en employant deux termes qui me vont très, très, très bien personnellement, faire justice, faire société. Que pensez-vous d'un certain nombre de cas? Je vais en citer un qui m'a beaucoup révolté, qui concerne quelqu'un qui, au terme peut-être de plus de 20 ans de prison, 30 ans peut-être, je ne sais pas,
revient dans son pays et est reçu comme un héros. Il est applaudi. Alors d'un côté, bien sûr, la première partie de la proposition, faire justice, je crois qu'elle est effectivement remplie. Que faites-vous de la seconde? Comment faire justice? Comment faire société lorsque des comportements de cette nature ont eu lieu, il y a encore quelques années, quelque part, je ne veux pas nommer donc ces villages, au Pays Basque? Votre réponse m'intéresse beaucoup. Alors vous faites allusion à ce qui est appelé au terme au Pays Basque les onghiettori, les accueils réservés aux prisonniers politiques, aux prisonniers de TA dans leur village, dans leur communauté. Ils sont effectivement accueillis, on va dire en héros, et par le village tout entier généralement, en tout cas par une partie symbolique de la population. Et c'est vrai que c'est des pratiques qui choquent énormément et qui sont aujourd'hui même d'ailleurs discutées à l'intérieur du mouvement nationaliste basque. Certains viennent dire que c'est pas la peine de les faire. On est dans une logique d'affrontement. Alors, la réponse, elle n'est pas simple. D'abord, parce que, pris individuellement, pris isolément, vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. Il est particulièrement indécent de voir des gens qui ont commis des crimes être applaudis pour les crimes qu'ils ont commis. Pour les années de prison qu'ils ont subies à cause de leurs crimes. Et je rappelle que c'est des gens qui ne sont pas innocents, c'est des gens qui ont revendiqué leur culpabilité et leur participation à la lutte armée autour de terrain. De l'autre côté, si on replace ces pratiques dans le contexte, la réponse qui est faite, c'est que c'est une réponse à l'impunité. C'est une réponse à l'impunité parce que l'idée de dire il y a dans le conflit basque, dans la violence au Pays Basque, une impunité de facto des forces de sécurité. J'en veux pour preuve l'enquête qui a été réalisée par nos collègues de l'Université du Pays Basque et notamment par un formidable médecin légiste qui s'appelle Francisco Echevarria, qui a démontré que plus de 4000 cas de torture avérés avaient eu lieu au Pays Basque espagnol entre 1960 et 2013, et que ces 4000 cas de torture avérés n'avaient donné lieu effectivement qu'à une petite dizaine de condamnations pénales, dont la moitié des condamnés ont été amnistiés par le gouvernement espagnol, et j'ai souvenir des deux ministres socialistes, José Barrionuevo et Rafael Vela, condamnés à 10 ans de prison chacun pour entreprise criminelle pour la participation locale, condamnés à la prison, accompagnés à la prison par Felipe González, à l'époque Premier ministre, applaudis par des militants socialistes espagnols et libérés au bout de 2 mois. Donc l'idée, elle est d'une réponse à une réponse. Mais là où vous avez raison, et là de toute manière, globalement et au-delà du Pays Basque, la question se pose, c'est la question de l'amnistie, de la sortie des combattants. Parce qu'au fond, la grande question du pays, de la justice transitionnelle, c'est pas tant de juger les coupables que de transformer les combattants en pacifistes. C'est pas tant de condamner des gens que de venir permettre à ces gens de cohabiter avec leurs victimes. Et de cohabiter de manière harmonieuse. Au fond, la guerre entre la France et l'Allemagne s'est arrêtée le jour où les Allemands et les Français ont accepté de se réconcilier. Et accepter de se réconcilier, ça veut dire serrer la main de 2 pays, 2 personnes qui n'ont pas eu des rôles particulièrement brillants dans la guerre. Et on voit bien que c'est une obligation sociale. Une obligation sociale parce que sans réconciliation, la guerre, elle continue. Sans réconciliation, la guerre, elle continue. Et on a tous des bonnes raisons de se battre. Et quand, quel que soit le camp dans lequel on appartient, chaque camp a ses martyrs, chaque camp a ses victimes, chaque camp a sa souffrance, chaque camp a sa solidarité. Et si on ne sort pas de cette solidarité-là, on continuera la guerre. On continuera la guerre. C'est la grande leçon. Alors, je voudrais, moi, revenir sur ce symbole incroyable de la résolution du conflit en Nouvelle-Calédonie en 1988, quand Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur se serrent la main. Ces deux-là avaient toutes les bonnes raisons de se détester. Personnelles, familiales, communautaires, historiques. Ces deux-là ont été considérés par des traîtres dans leur communauté. Et Jean-Marie Tjibaou l'a payé de sa vie. À un moment, et je crois que votre intervention de ce point de vue-là, elle est extrêmement forte. À un moment,
je crois qu'on va changer le paradigme de la justice. On va rentrer dans une justice qui est une justice injuste. Et pour ça, je voudrais évoquer la figure d'un prêtre connu, qui est la figure de Monseigneur Mirel dans les Misérables. Vous vous souvenez de ce prêtre qui recueille Jean Valjean, et Jean Valjean lui vole ses chandeliers, lui vole son argenterie, et il est ramené par la police. Et le prêtre lui dit, mais pourquoi vous n'avez pas pris en plus les chandeliers, je vous les avais donnés. C'est pas juste. C'est pas juste. Valjean est un voleur. Mais c'est un pari sur l'humanité. C'est un pari sur la reconstruction de l'humanité. C'est un pari sur la tentative d'aller voir dans le pire ce que l'humanité peut subsister. Et on connaît le roman de Hugo et la renaissance de Jean Valjean. Cette rédemption de Jean Valjean. Ben, c'est un peu la même chose avec Mandela. Mandela, quand il serre la main de Frédéric de Klerk, qui est le premier ministre sud-africain, ils ont toutes les raisons de se détester. Toutes les raisons de se détester et de se haïr. Et ils passent outre en faisant une forme de transition un peu immorale. Ce que je disais pour la commission vérité, c'est pas moral. C'est pas moral. On a vu dans la commission vérité des personnes qui viennent raconter comment ils ont tué des enfants devant les grands-parents. Et ces personnes vont sortir libres. Mais en rebâtissant une Afrique du Sud plus fraternelle, même s'il y a beaucoup à dire là-dessus. Donc c'est un peu ça, et je trouve que l'exemple des Misérables, il est très fort dans la justice traditionnelle. C'est passer de la logique de la justice à la logique de la réconciliation. Et à un moment, ben, il faut tordre le cou. Il faut tordre le cou à la justice, ce que fait Mireille en disant, mais non seulement je vous ai donné mes cuillères, mais je vous donne en plus mes chandeliers. En espérant que le choc sera tellement important que l'autre basculera dans le camp du bien. Et donc je crois que c'est un peu ça. Et je comprends votre réaction sur les prisonniers basques qui vont sortir et qui vont être acclamés. Mais on pourrait vous parler des familles, et je pense que Gabriel Mosca, qui va venir parler devant vous, pourra le faire, des familles qui pendant 20 ans vont venir tous les jours, toutes les semaines voir leur père en prison. Moi, je dirige des thèses dans mon université, j'ai des étudiants qui n'ont jamais vu leur père libre. Et j'ai des étudiants qui ont failli être tués par des bombes de l'hôtel. Et à un moment donné, il faut comprendre que la souffrance, elle est toujours fabricante de violence. Quel que soit le camp. Alors on peut vouloir faire souffrir plus un camp qu'un autre parce qu'il le mérite, mais à un moment donné, ce qui fait disparaître le nazisme, c'est la politique de réconciliation contre l'Allemand. Parce qu'on l'a bien vu, les guerres ne sont pas suivies de réconciliation, elles se reproduisent. 1871, 1914, 1940. Le Rwanda contemporain, c'est le génocide sera impossible le jour où les Hutus et les Tutsis pourront cohabiter. Pas le jour où les Tutsis empêcheront militairement les Hutus d'être des brutes, parce que si le jour où ils perdent la guerre, la logique du monde, c'est la logique de réconciliation. Il n'y a pas de paix sans réconciliation. Et il n'y a pas de réconciliation à un moment sans trouver ce point, non pas refuser la justice, mais trouver ce point d'inflexion entre de la justice pour montrer que le monde est juste, mais de la réconciliation pour montrer qu'il y a un avenir. Et c'est en ça que la justice traditionnelle est extrêmement forte. Donc voilà, je ne réponds pas complètement à votre question, hein. Je sais, je comprends tout à fait qu'on peut être tout à fait choqué par ces pratiques d'Onghiettori. Je comprends également qu'elles sont pour les familles le point d'aboutissement d'années et d'années d'attente du retour des enfants ou des parents prisonniers. Et en tout cas, ce qu'il faut trouver, c'est un mécanisme qui permette à tout le monde de sortir de la violence sans avoir envie d'y retourner. Ça, c'est très clair. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une belle réponse. C'est quand même oui, bonjour. Je ne sais pas si ma question est à côté de la plaque, mais là, tout ce que vous dites sur se baser sur la nécessité de la réconciliation, enfin ça c'est un discours assez croyant. Comment on fait quand on n'est pas croyant? Enfin, là, pardon. Ce que je dis, c'est que j'ai l'impression que enfin, quand vous défendez ça, vous avez la foi dans l'humanité, dans qu'il y ait du bon dans l'homme, mais ça c'est pas
c'est pas une donnée scientifique, quoi. Enfin, du coup, ça peut être une donnée de croyance, mais la Cour pénale internationale, elle n'est pas basée sur une croyance. Enfin, du coup, ça marche comment? J'entends. Alors, d'abord, je suis très loin de considérer que le droit est une activité scientifique. Je crois que le droit, c'est ni une science exacte, ni une science morale. C'est juste une science humaine. C'est pas une science exacte parce que d'abord, le droit, ça marche pas. L'application du droit, c'est pas comme l'application de la loi de Newton. Avec Newton, la pomme, elle tombe toujours. Avec le droit, les criminels, ils échappent souvent à la violence. Ils échappent souvent au châtiment. Vous savez quel est le principe juridique de droit international le mieux protégé juridiquement et le plus scientifiquement protégé dans le monde? La prohibition de la torture. Il n'y a pas règle plus stricte. La torture est interdite tout le temps, partout, toujours, dans toutes les circonstances. Elle est interdite par les textes les plus importants. Quand vous faites courant avec ça, vous le dites. Puis après vous dites aux étudiants, vous allez rire. 2 pays sur 3 dans le monde torturent régulièrement. 2 pays sur 3, la pomme, elle tombe pas. Sacrée loi. Le droit n'est pas une science exacte. Le droit est les Américains, ils ont une très belle formule, ils disent le droit, c'est une toile d'araignée. Ça arrête les mouches, mais ça n'arrête pas les oiseaux. Moi, j'ai souvent tendance à dire que le droit, c'est un remède qui marche quand le patient il est à peu près en bonne santé. Parce que je vous assure que moi, pour travailler en Centrafrique, le droit à la santé qui est inscrit dans la Constitution, qu'est-ce qui pèse quand il n'y a pas d'hôpital? Quand il n'y a pas un hôpital. Quand vous n'avez pas un antibiotique. Quand les 3/4 des enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'Imodium. Que 3 comprimés d'Imodium permettraient d'arrêter la guerre. Le droit, ça n'existe pas toujours. Donc, c'est pas une science morale. C'est pas une science exacte. Et puis, le droit, c'est pas une science morale. Le droit, c'est pas objectif. C'est pas parce que quelque chose est dans une loi que c'est quelque chose d'objectif. Et parce que c'est quelque chose de souhaitable. L'apartheid était légal. L'esclavage était légal. Le beau mérite. Ce que je veux dire par là, c'est que, et là où vous avez raison, c'est que la justice traditionnelle, au fond, là où elle est intéressante, c'est qu'elle amène les juristes à se poser des questions sur les véritables fondements du droit. Et ce que je dois analyser, c'est que par certains côtés, dans certaines circonstances, le droit n'est juste pas applicable. Parce que si on l'applique, on mettra en place des mécanismes d'injustice. Et donc il faut mettre en place un droit, et parler de garanties équivalentes, c'est un peu technique, de garanties équivalentes qui permettent à certains égards, de rendre la justice quand elle est plus difficile à rendre. Les Rwandais l'ont bien compris quand après le génocide, on va prendre un exemple, après le génocide de 94, le génocide dure 3 mois, il fait 1 million de morts, j'ai fait les calculs, ça fait c'est 6 secondes, c'est beaucoup, surtout quand ces morts ils sont obtenus pour une grande partie à l'arme blanche. 1 million de morts sur une population d'une petite dizaine de millions de personnes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a au moins 150 000 à 200 000 auteurs directs de crimes. Juger 200 000 personnes, si on veut faire un procès équitable, il faudra bien un bon siècle. Il ne faut pas faire venir toute la moitié des magistrats de la France. Ensuite, on va juger les criminels. Puis on va se poser la question des donneurs d'ordre. Puis on va se poser la question de ceux qui ont regardé ailleurs, ceux qui ont soutenu les massacres, ceux qui ont profité économiquement des massacres, ceux qui ont vendu les machettes, ceux qui ont vendu la bière aux gars qui allaient tuer. Le philosophe allemand Karl Jaspers, quand il parle de la culpabilité allemande en 1945, il y a une jolie phrase, il dit « Il y a nous autres Allemands, mais nous sommes tous coupables ». Il y a la culpabilité pénale de ceux qui ont tué, la culpabilité politique de ceux qui ont voté pour le nazisme, la culpabilité sociale de ceux qui ont prospéré sous le nazisme, et même la culpabilité globale de ceux qui n'ont rien fait. Et donc la question qui se pose, c'est comment faire face à cette culpabilité ?